Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, je sais ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas entendu ma voix et que je ne vous ai pas raconté de nouvelles histoires surnaturelles. J'en suis désolée en quelque sorte, mais pour mon bien et pour ma santé, il était nécessaire que je fasse cette longue pause. Je vous expliquerai un peu rapidement en intro de cette vidéo pourquoi. En tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour l'instant sera une vidéo par semaine. Ce qui sera plus simple pour essayer de reprendre un rythme au fur et à mesure comme il était avant. Et donc pour cette semaine j'ai décidé, Halloween étant passé, malheureusement il n'y aura pas de vidéo de thème Halloween. Mais j'ai quand même eu envie de commencer par une petite creepypasta. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc préparez-vous, comme le froid est de nouveau arrivé, je vous conseille à vous installer bien confortablement, fauteuil, canapé, enfin quelque chose où vous vous sentez bien à l'aise, peut-être près de votre chauffage, près du feu, avec un plaid peut-être même, enfin du coup que vous soyez très à l'aise avec peut-être même une tasse de thé ou de café et vous laissez aller à écouter ou à regarder comme vous voulez cette nouvelle vidéo. Si vous êtes bien installé, que vous avez tout ce qu'il faut, nous allons pouvoir commencer. Alors comme je le disais, je vais essayer de faire très rapide là-dessus. Il se trouve que tout simplement, pour ceux qui n'auraient pas vu l'onglet de la communauté, je me suis un peu beaucoup épanché, peut-être trop même pour certains, mais il fallait que je parle et que je dise les choses quelque part. On va dire que depuis début janvier 2023, chaque mois, quelque chose de pas agréable me tombe sur le coin de la figure. Imaginez qu'on vous donne un coup de pierre sur le coin de la figure tous les mois, comme ça. Si vous allez dans l'onglet communauté, vous aurez quelques exemples de ce qui a pu m'arriver. Et disons que même en vous en parlant, eh bien, ça n'a pas suffi et qu'au bout de 6 mois à me prendre un coup, encore un coup, eh bien j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out émotionnel. Je sais qu'on parle plus souvent du burn-out dans les situations des personnes qui ont un travail, qui font un burn-out professionnel tout simplement. Mais il ne faut pas s'en cacher, cela existe aussi, et comme je suis en plus de base quelqu'un d'hypersensible, cela n'a pas été évident à gérer, et donc du coup, comme on dit, une pause s'est imposée. Valait mieux puisque quelque part, même si j'essaie de revenir à l'heure actuelle calmement, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Niveau catastrophe qui arrive tous les mois, cela continue. Nous sommes au mois de octobre au moment où j'enregistre, fin octobre, et ça continue. Je sais que je ne suis pas la seule et je ne dis pas ça pour me plaindre. C'est juste que, voilà, je sais qu'il y en a qui ne suivent pas le fil de la communauté. Et au moins vous êtes à peu près au courant du pourquoi, du comment, du quoi qu'est-ce, madame la bibliothécaire n'était pas là. Oui, je sais que c'était pas très français, mais c'était fait exprès, c'était juste essayer de voir si je pouvais être un peu plus souriante et un peu plus animée, nous allons dire. Mais bon, mettons cela de côté pour l'instant et passons dans le but premier de cette vidéo, c'est-à-dire vous raconter cette fameuse creepypasta. Alors de base, c'est une petite creepypasta. Comme je vous ai dit, je prends lentement, mais avec ma façon de parler, il y a de grandes chances que ça soit un peu plus long que prévu. Mais celle-ci est à la base en anglais, donc elle sera traduite comme je peux le traduire. Je ne suis pas non plus parfaitement bilingue. Et elle a été écrite à la base par César Augusto Núñez. Cette creepypasta a pour titre, et je vais garder le titre anglais puisque je ne sais pas comment vraiment le traduire en français, c'est Crash Hand. Il n'y avait pas vraiment grand chose à propos de 2015 qui n'était pas complètement nul. Mon mariage tombait complètement en morceaux, mon conjoint était devenu froid et totalement indifférent, et notre fils n'avait pas encore été diagnostiqué concernant son autisme. À ce moment-là, c'était encore un enfant en bas âge, mais nous savions qu'il y avait quelque chose de pas normal le concernant. Quelque chose n'allait pas. En été, j'avais déplacé toutes mes affaires dans la chambre d'amis, qui est d'ailleurs au fur et à mesure devenue ma chambre. C'était en quelque sorte le début de la fin pour notre couple. C'était comme un démenti doux amer, ou peut-être que finalement l'un et l'autre on s'attendait pour mettre fin à tout ça. À 5 h du matin, mon réveil sonna, comme c'est le cas tous les jours, car il fallait que je me lève pour aller travailler. J'ai passé les moments les plus éveillés de ma journée
à essayer de trouver un moyen de sortir de ce métier, de faire autre chose que conduire ou construire des camions. Mon conjoint n'était pas très favorable à l'idée que je fasse un autre métier. Au final, je n'avais pas les fonds pour pouvoir retourner à l'université, et puis j'étais trop occupée pour prendre le temps d'apprendre un nouveau métier ou avoir une nouvelle compétence pour changer de métier. De temps en temps, je trouvais un croquis ou une peinture cool. Parfois, je pouvais aussi écrire des poèmes que les gens appréciaient, mais au final, je n'avais pas vraiment ni le talent ni la compétence pour remplacer les gains que pouvait m'apporter mon travail quotidien. Donc chaque jour de la semaine, c'était toujours la même rotation, de 10 à 12 heures, de double embrayage d'un essieu tandem Mac. Je traînais une remorque à plateau avec un matériel lourd pour un équipage de pavage afin de pouvoir, avec l'argent gagné, récupérer l'hypothèque et aussi payer les factures. Le deuxième vendredi juin qui arrivait ne semblait pas vraiment différent d'un autre jour de la semaine. Juste que ce jour-là, c'était le jour de paye. Ce jour-là, après le travail, j'avais prévu de passer un peu de temps avec mon petit, et puis après de monter le coucher, puis de me prendre une petite bouteille de whisky bon marché pour me boire un petit verre avant finalement de rejoindre ma chambre. Donc pendant toute ces journées, quelque part, j'avais les yeux sur l'horloge et j'étais pressée de rentrer chez moi. Je me préparais à ce moment-là pour ma dernière course et enfin, je pourrais profiter de mon petit. À ce moment-là, mon contremaître, Mike, m'a demandé une faveur spéciale. Il me demanda d'aller chercher une commande à quelques kilomètres de la route. Normalement, j'aurais dit non. Mais j'aimais bien Mike et je voulais pas vraiment me disputer avec lui. Je voulais juste rouler, finir ma journée et bien commencer mon week-end. Le pire scénario auquel je pensais à ce moment-là, c'était recevoir une amende pour dépassement d'horaire, si jamais un officier de police m'aurait arrêté. L'équipage a chargé dans mon camion un engin, un panneau de direction et un rouleau, tout cela sur une remorque à plat qui était spécialement conçue pour contenir les 2/3 du poids combiné de tous les équipements qui étaient installés. Ils avaient tout enchaîné comme il faut, tout était prêt. J'ai dit aux gars que je les revoyais dans la cour après qu'ils aient accroché la remorque. Je me suis mise alors en route et lorsque je passe le premier rapport, j'ai pu sentir que le camion Mac luttait vraiment pour essayer d'arrêter la remorque qui avait un plateau totalement surchargé. J'ai quand même pu atteindre mon premier feu de circulation sans démolir le camion-citerne qui s'était arrêté juste devant moi. Heureusement, j'avais pensé à commencer à rétrograder et à freiner à l'avance. J'ai alors réalisé que ma ceinture de sécurité était mal mise, donc j'ai essayé de bien la mettre en place, mais elle n'a pas voulu bouger. Ce qui était bizarre, c'est que la lumière du jour se transformait en teinte verdâtre et le ciel s'est alors ouvert sur une sorte d'aspiration torrentielle. C'était comme si tout s'étouffait autour de chaque véhicule et qu'on ne pouvait plus vraiment voir ce qui se passait devant nous. De ce fait, vu le manque de visibilité, j'ai commencé à décider à réduire ma vitesse pour être en dessous bien sûr de la vitesse normalement limite affichée, vu que là la situation était quand même dangereuse. Et puis au final, je n'étais pas quelqu'un qui prenait des risques, je préférais faire attention à ma sécurité. Je continue alors mon chemin doucement, en faisant bien attention avec le peu de visibilité que j'avais, lorsque j'ai dépassé une carrière qui se trouvait sur ma gauche. Et j'ai commencé alors à descendre une petite pente qui était assez abrupte et qui m'amenait en direction de mon arrêt. J'ai fait une bonne partie du chemin en descendant la colline. D'ailleurs, celle-ci était un peu inquiétante. Et j'ai remarqué que le trafic a été comme arrêté, juste devant moi. J'ai soigneusement appuyé sur les freins, mais les pneus de mon camion ont commencé à déraper sur la route humide. La remorque a commencé, elle, à tout doucement bifurquer et à rouler sur les doubles lignes jaunes en se dirigeant tout doucement sur les automobilistes qui arrivaient en sens inverse. J'ai fait toutes les manœuvres possibles et j'ai enfin réussi à reprendre le contrôle de la remorque. Quelques instants plus tard, la même chose s'est reproduite. Et il a fallu que je reprenne le contrôle de tout ça. Et pendant tout ce temps, je me dirigeais toujours vers ce fameux endroit où la circulation semblait comme arrêtée, figée
et je ne savais pas pourquoi. J'étais à 30 miles à l'heure à ce moment-là et j'avais un poids assez important au niveau de mon camion qui dépassait facilement les 60 000 livres. La vieille route de campagne que j'empruntais avait une voie descendante, une voie qui se dirigeait vers le haut et quelque part rien pour se sécuriser à part des arbres de part et d'autre de chaque voie. J'ai fait un dernier effort et j'ai tiré le frein et j'ai commencé à appuyer comme c'était pas permis sur la pédale de frein. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Il faut dire que la plupart du temps, l'écrasement d'un camion commercial est presque toujours fatal pour le conducteur. En plus, ma ceinture de sécurité n'était pas en bon état de marche. J'avais pas vraiment de chance si jamais il se passait quelque chose. Le camion avançait de plus en plus et maintenant les voitures, ces fameuses voitures arrêtées, on ne sait pourquoi, se situaient à environ 2 longueurs de remorque de là où je me trouvais. Et je n'arrivais pas à arrêter le camion. À ce moment-là, j'ai pensé à ma femme. Je me suis souvenu que j'étais amoureux d'elle avant que nous commencions à nous détester et que nous en arrivions là où on en est aujourd'hui. J'ai aussi pensé à mon fils. J'ai pensé à tous ces gens, à leur famille. J'ai réfléchi à combien ils étaient si jamais je n'arrivais pas à arrêter le camion, que je leur rentrais dedans et que cela fasse comme un effet domino et qu'ils finissent à rentrer chacun, soit les uns dans les autres, soit dans les arbres qui se trouvaient sur le bord de la route. La collision semblait inévitable et il n'y avait aucun moyen qui me permette d'empêcher à tous ces automobilistes totalement innocents de se faire tuer. Et voilà, ma dernière course s'était transformée en mission suicide. J'étais un paganiste non religieux. J'ai pensé à ce moment-là, par hasard, qu'il pouvait y avoir quelque chose de proche. Je sais pas, un fantôme qui pourrait veiller sur les camionneurs et les cyclistes. Un esprit peut-être qui habiterait les bois. J'ai alors appelé, je leur ai dit « Faites vite !» Ça a été mon premier et mon dernier appel à tout ce qui régnait dans cette forêt. Je ne voyais aucun putain de chemin possible à utiliser pour essayer de survivre à tout ça et de ne pas tuer tous ces innocents. Il fallait que je pense à ce que je ferais ensuite. Je voulais pas m'attarder dans l'agonie de ce qui pourrait se passer si jamais il y avait l'accident, ce qui se pourrait se passer après. Je voulais juste que, si je dois mourir, que ma mort soit rapide. D'un seul coup, j'ai alors tourné le volant loin de la circulation et j'ai pas cherché, je me suis dirigé vers les bois. Dès que mes roues ont quitté la chaussée, le terrain qui était bosselé et boisé m'a violemment secoué. Et cela me mettait dans un état comme je ne l'avais jamais été. Je me suis souvenu alors que, à l'époque, j'étais considéré comme un adolescent à risque. On m'avait frappé avec des chaînes, on m'avait fait plein de choses inimaginables. J'avais même été impitoyablement battu par mon bâtard de père quand j'étais enfant. Mais rien de tout ce que j'avais vécu n'aurait pu me préparer une seconde de ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur de ce camion. À chaque centimètre de terrain que je passais, c'était chaque centimètre des parties de mon corps qui souffraient. La remorque s'est alors enfoncée et s'est dirigée vers une autre partie des bois. Il était dans la forêt, avec moi à l'intérieur, et on était comme en otage. Bien sûr, les arbres ne se sont pas couchés à mon passage, donc toute la végétation, tous les arbres qui se trouvaient en face de moi entraient en collision avec mon camion et des morceaux de métal se détachaient de celui-ci et je les voyais autour de moi partir alors que les branches des arbres de la forêt se battaient contre cette invasion hostile de mon camion diesel. Tout en essayant de garder un minimum de contrôle, je pouvais sentir toutes les parties de mon corps taper partout, que ce soit sur la console, sur le panneau de commande, sur le changeur. La sensation de chaque texture qui certaines normalement devait être agréable devenait abrasive lorsqu'elle touchait ma chair. C'est alors que le camion a heurté une grosse bosse et cela m'a envoyé la tête la première dans le plafond. Inutile de vous dire que j'ai bien saigné. Puis le camion comme une sorte de plongeon et il a dérapé jusqu'à finalement s'arrêter comme ça d'un seul coup. Même si ma ceinture était défectueuse, elle était quand même là. Donc lorsque le camion s'est arrêté violemment, j'ai ressenti une terrible pression qui a poussé dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai pensé que j'étais en train de faire une crise cardiaque. D'une manière ou d'une autre, même si j'ai ressenti cette douleur,
je ne suis pas passé à travers la vitre du camion. Et l'horrible épreuve que j'ai vécue qui m'a semblé une éternité s'arrêtait brutalement. Et aussi vite que l'accident s'était terminé, la douleur que j'ai ressentie à la poitrine s'est évaporée. Je suis sorti de l'épave de mon camion, qui, autrefois, était un camion Mack très robuste. J'étais complètement couvert de sang et j'avais ce qui semblait être quelque chose en plastique, peut-être un sac d'épicerie, je ne sais pas, qui était collé à ma tête. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là que mon cuir chevelu avait été partiellement enlevé suite au choc. Mon crâne était alors exposé et le sang coulait partout sur mon visage. Une partie de ma tête avait en quelque sorte été scalpée et elle était suspendue sur le côté de ma tête. Comme si on avait accroché un manteau sur le porte-manteau ou qu'on avait juste pelé un petit morceau de fruit et qu'on l'a laissé pendre la pelure sur celui-ci. Est-ce que cela s'était produit lorsque j'avais tapé le plafond à l'intérieur du camion? C'était fort possible. En tout cas, ce qui me faisait le plus mal en ce moment-là, c'était pas ma tête, c'était ma poitrine. Mais qu'est-ce qui m'avait fait aussi mal au moment de l'arrêt violent? Ça ne pouvait pas être le volant. Ce n'était pas une crise cardiaque non plus. Je savais pas ce que c'était le kung-fu, mais merde! J'étais toujours vivant. Mais j'avais ressenti une douleur énorme au niveau de mon sternum. Et puis au final, j'étais juste content d'être en vie. Ce n'est que quelques instants plus tard que, sans doute des gens ayant vu l'accident, avaient appelé une ambulance. Alors je fus transporté et chargé dans celle-ci par des ambulanciers paramédicaux. Mon t-shirt préféré Punk Rock Blitz était couvert de sang, même imbibé. Les médecins ont commencé à prendre mes fonctions vitales et m'ont posé plusieurs questions, destinées bien sûr à juger mon niveau de conscience. Puis pendant un moment ou deux, ils se sont tus. Est-ce que tout va bien? Ai-je plaisanté en regardant les deux médecins qui observaient mon sternum. Ceux-ci me regardaient avec des yeux perplexes. Après une seconde, ils m'ont assuré que tout irait bien et ils ont poursuivi leurs mesures de routine pendant le transport médical. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé, à l'accident, à la décision que j'avais prise, aux innocents que j'avais épargnés. D'ailleurs, les médecins s'étaient occupés de moi et ils avaient eu beaucoup à faire apparemment. Mon cuir chevelu a été agrafé et bandé et on m'a admis dans ma chambre. J'ai même repensé au jugement que j'avais fait, à la décision de dernière minute, à cette prière de l'homme mourant, et au coup que j'avais reçu dans la poitrine, comme si on m'écrasait en quelque sorte, et qui m'avait permis de ne pas passer à travers le pare-brise. Bref, j'ai réfléchi un peu à tout dans cette chambre d'hôpital. Je me tenais la poitrine, et j'étais me voir dans un miroir, pour constater le résultat. J'y ai alors vu mes ecchymoses, les bandages. Et j'ai alors remarqué de l'autre côté de ma poitrine, d'environ 12 pouces de long, on pouvait observer une marque violette profonde. Et lorsque j'ai vraiment observé cette marque, c'était comme si celle-ci formait une sorte de main géante. Voilà mes amis, je sais que ce n'est peut-être pas une creepypasta qui fait très peur en soi, mais moi j'ai apprécié la lire. Après je ne sais pas si vous aimerez les décisions qu'il a prises, et surtout ce qui fait pas vraiment peur, mais qui fait le plus réfléchir dans cette creepypasta, c'est lorsqu'il découvre cette sorte d'empreinte de main géante, laissée comme une sorte de contusion justement à l'endroit où il avait ressenti comme quelque chose qui le retenait à sa poitrine, qui l'avait empêché de passer à travers le pare-brise de son camion. Est-ce que finalement le fait d'avoir fait un appel lancé, comme il le disait dans son histoire, à un fantôme, à une entité, enfin quelque chose qui aurait pu l'aider à fonctionner, ben apparemment ce fut le cas dans cette histoire. Et oui, dites-vous que toutes les creepypastas ne sont pas forcément des creepypastas où on parle clairement, nous allons dire, de choses sanguinolentes, bien glauques, et j'en passe. Quelquefois, les creepypastas peuvent être un peu plus simples et avoir un autre message. Là, on était plus sur une histoire pour évoquer le fait que peut-être, eh bien, quelque chose pourrait nous entendre et nous aider si jamais quelque chose nous arrivait, enfin du moins,
C'est dans ce but qu'a été écrite cette histoire et cette fameuse main représenterait cet invisible qui pourrait nous sauver. En tout cas, ça non plus, je vais pas changer. Vous savez que si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez même quelques autres creepypasta à me conseiller. Vous savez également que vous pouvez me mettre un petit like qui fait toujours plaisir. On va pas se mentir, surtout pour un retour, ça serait sympa de voir vos petits messages. Et puis les likes aussi, hein, bien sûr. Ensuite, vous savez que vous pouvez, si ce n'est pas encore fait depuis le temps, eh bien, vous abonner à la chaîne. Maintenant, je ne promets plus rien puisque je ne sais pas de quoi demain sera fait, donc on verra bien au jour le jour. Mais bon, si jamais le thème du surnaturel vous plaît, n'hésitez pas, prenez le temps, ça prend 2 secondes, cliquez sur le bouton s'abonner. Et puis vous pouvez même activer la cloche pour être sûr de recevoir une notification dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne. Comme ça, vous ne louperez jamais rien. Donc si vous n'avez pas de notification, c'est que j'ai rien publié, tout simplement. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible, que ce soit de manière orale, comme en utilisant tout ce qui est réseaux sociaux, mail, etc. Et puis si vous voulez, vous savez, vous pouvez aussi me payer un petit café en allant sur l'application Ko-fi pour me faire un petit don. Et puis je crois bien que il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci pour cette semaine et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!